Pourquoi Haïti et la République dominicaine semblent-elles se détester? C'est un peu étrange quand on le remarque pour la première fois. Une seule île, mais coupée en deux. Enfin, pas vraiment en deux. L'un des deux pays occupe environ les 2/3 de l'île. Mais elle est partagée entre deux pays qui donnent l'impression de venir de deux mondes complètement différents. À l'ouest, le tiers de l'île est occupé par Haïti. À l'est, les 2/3 par la République dominicaine. La même île, le même climat, les mêmes montagnes et rivières, mais des histoires, des économies, et souvent des attitudes très différentes les uns envers les autres. Cette île, c'est Hispaniola. Et pour comprendre pourquoi les Haïtiens et les Dominicains semblent si souvent se détester, se méfier ou se jalouser, il faut remonter bien avant ces frontières modernes, ou l'idée d'identité nationale telle que nous les connaissons aujourd'hui. Avant l'arrivée des Européens, Hispaniola était habité par le peuple taïno, qui cultivait, pêchait et commerçait sur l'ensemble de l'île. En tant que peuple uni, ils étaient divisés en 5 chefferies différentes. Les Mariens et Yaragua occupaient ce qui correspond principalement à l'actuel Haïti, tandis que les Maguana, Magua et Igay se trouvaient dans ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Mais ils étaient tous unis par leur ethnie et leur langue. Ce monde s'est en quelque sorte effondré après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. L'Espagne a alors revendiqué l'île, réduit en esclavage la population locale, et en quelques décennies, les maladies, le travail forcé et la violence ont anéanti la plupart des 70 000 taïnos autochtones. Et pendant un bon moment, toute l'île était espagnole. Mais l'Espagne a progressivement perdu tout intérêt pour la partie ouest, et dès les années 1600, des pirates et colons français s'y étaient installés. Finalement, l'Espagne a officiellement cédé l'ouest de l'île à la France, et à partir de ce moment-là, Hispaniola n'était plus vraiment un seul endroit. L'île a été divisée en 2 systèmes coloniaux. Mais, chose intéressante, et contrairement à la réalité d'aujourd'hui, la colonie française de Saint-Domingue, qui était l'ancien nom de l'île, est devenue d'une efficacité brutale. Elle est devenue la colonie de plantation la plus riche du monde, produisant d'énormes quantités de sucre et de café, grâce à l'exploitation d'Africains réduits en esclavage. L'Est espagnol, Saint-Domingue, était pauvre, moins éduqué et comptait beaucoup moins de plantations. L'esclavage y existait aussi, mais à une échelle plus réduite, avec davantage d'élevage de bétail et d'agriculture de subsistance, et cette division coloniale avait beaucoup d'importance. À la fin des années 1700, les esclaves de l'Ouest français se sont révoltés lors de la Révolution haïtienne, terrifiant toutes les sociétés esclavagistes des Amériques, et cela a fonctionné. Haïti a déclaré son indépendance en 1804, devenant ainsi la première république noire du monde moderne. Mais cette indépendance a eu un coût particulièrement brutal. La France a ensuite forcé Haïti à payer une énorme compensation pour ses biens perdus, ce qui signifiait que les anciens esclaves devaient payer leurs anciens maîtres. Cette dette a écrasé l'économie haïtienne pendant plus d'un siècle. En fait, ils n'ont fini de la rembourser qu'en 1947. À un moment donné, Haïti a en fait envahi Saint-Domingue et a uni toute l'île pendant environ 20 ans. Cette occupation est perçue très différemment de chaque côté. En Haïti, c'est souvent vu comme une défense empêchant le retour des puissances européennes. En République dominicaine, on s'en souvient comme d'une occupation étrangère visant à effacer leur culture, leur langue et leur identité locale. Ce souvenir n'a jamais vraiment disparu, et il est important de comprendre l'animosité qui existe entre les peuples aujourd'hui. Mais la conquête n'a pas duré. Les Espagnols l'ont reprise, et le côté est de l'île était resté sous contrôle espagnol un peu plus longtemps, devenant finalement indépendant sous le nom de République dominicaine en 1844. Ainsi, l'identité dominicaine s'est formée dans un contexte très différent, moins marqué par une révolte d'esclaves, et davantage par la volonté de se distinguer à la fois de l'Espagne et d'Haïti. Et puis, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, on constate que les deux pays semblent être des opposés complets l'un de l'autre, mais aussi de ce qu'ils étaient autrefois. La République dominicaine est nettement plus riche, elle est plus politiquement stable, et bien plus intégrée au tourisme et au commerce mondiaux. Haïti, après des siècles de dettes, d'interventions étrangères, de dictatures et de catastrophes naturelles, est bien plus pauvre et plus fragile. C'est comme s'ils avaient reçu une main très malchanceuse, et cet écart économique alimente le ressentiment des deux côtés. Beaucoup d'Haïtiens traversent en République dominicaine pour travailler, surtout dans l'agriculture et la construction. Leur main-d'œuvre est bon marché, essentielle et souvent exploitée. En même temps,
Les migrants haïtiens sont souvent accusés de la criminalité, du chômage ou de la pression sur les services publics, que ces accusations soient justifiées ou non. L'ethnicité joue aussi un rôle assez important. Haïti revendique ouvertement son héritage africain, car beaucoup de gens descendent d'anciens esclaves. L'identité dominicaine s'est surtout formée en opposition à cela, valorisant les racines espagnoles et minimisant l'ascendance africaine, bien que la plupart des Dominicains soient métissés. Il y a aussi eu des périodes plus sombres. En 1937, le dictateur dominicain Rafael Trujillo a ordonné le massacre de milliers d'Haïtiens et de Dominicains à la peau foncée près de la frontière. Ce qui pousse à se demander, ce ressentiment concerne-t-il seulement les populations, ou aussi les gouvernements actuels ? Cela se manifeste surtout socialement dans les régions frontalières. Mais les gouvernements ont aussi un rôle. Les politiciens dominicains utilisent régulièrement une rhétorique anti-haïtienne pendant les élections. Mais les deux pays coopèrent lorsqu'ils le doivent. Il y a du commerce, il y a de la diplomatie, et il n'y a aucune envie de conflit. Il y a simplement beaucoup de tensions entre les deux. Un mélange de peur, de mémoire historique, d'inégalités et d'identités différentes réunies sur une même île qui n'a jamais vraiment eu la chance de grandir ensemble. Ils partagent une île mais ont deux histoires différentes. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils se réuniront à nouveau, effaçant cette mémoire coloniale et redevenant simplement unis.